Si on vous envoyait sur une île lointaine pour profiter d'une expérience culinaire en 10 plats devenue mortelle, que feriez-vous? Ce chef cuisinier est un psychopathe absolu et il va brutaliser ses convives pour qu'ils comprennent vraiment sa vision culinaire. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le chef dans le menu. Ce groupe de gourmets est sur le point de réaliser qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Attendant sur ce qu'est leur coûteux voyage vers une île éloignée, Tyler et sa petite amie Margot se préparent à déguster un dîner en plusieurs plats à 1250 $ par tête. Il insiste pour que la jeune fille arrête de fumer, afin qu'elle puisse profiter pleinement de la nourriture incroyable qu'il s'apprête à manger. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les autres invités du restaurant, dont ce groupe d'associés, un couple plus âgé et cette célèbre critique gastronomique. Tyler et Margot montent dans le navire et regardent cet acteur, George, et son assistante Felicity passer devant eux pour s'asseoir. Choquée, Margot mentionne qu'elle a vu tous ces films. Ce serveur passait leur temps une huître locale crue servie avec du caviar au citron et une feuille d'huître. Cet apéritif a l'air incroyable, mais ils vont bientôt se rendre compte que le goût de ces plats sera beaucoup plus difficile à avaler. Faisant la queue pour vérifier leur nom, le maître d'hôtel, Elsa, nomme Tyler et une autre femme. Gêné, il informe qu'il y a eu un changement de plan et il est interrompu par Margot qui se présente. Le maître d'hôtel rassemble tous ses invités et leur présente l'île de Hawthorne. Un paradis de 12 acres, soit près de 5 hectares, adapté aux gourmets les plus exigeants. On leur présente ce fumoir nordique où ils gardent de la viande de vache laitière durant 152 jours. Ensuite, le maître d'hôtel leur montre les quartiers d'habitation des employés, une pièce unique semblable à une prison où tout le monde dort à l'exception du chef. Elle explique que les journées de travail commencent à 6 h du matin et qu'il faut 5 heures pour terminer les préparations des mets. Le dîner dure 4 h et 25 minutes et se termine généralement vers 2 h du matin. En marchant vers le restaurant, Tyler demande qui vit dans ce manoir géant sur le côté. Elsa l'informe que c'est la résidence du chef cuisinier, mais personne, y compris les employés, n'est autorisé à y entrer. Les invités sont emmenés à l'intérieur du restaurant de luxe en regardant les cuisiniers travailler sans relâche sur leur prochain dîner. Tout le monde s'assied pour recevoir les amuse-bouches tandis qu'Elsa les informe qu'ils ne doivent pas photographier leur plat. Tyler s'approche d'un membre du personnel et commente le plat, continuant à demander à l'homme où se trouve le chef. On lui ordonne de s'asseoir et le cuisinier mentionne que le dîner va bientôt être servi. C'est alors que l'homme principal, Julian Slovic, entre et regarde Tyler pendant une fraction de seconde. Cet homme est sur le point de ruiner la vie de tout le monde et ils n'en ont aucune idée. Ce chef est sur le point de transformer la soirée de ces gens en cauchemar. Ils ont tous signé pour une expérience gastronomique de luxe, mais ce qu'ils sont sur le point de réaliser, c'est que le chaos est au menu. Margot est un poisson hors de l'eau. Elle a été invitée par Tyler à un dîner après que son autre cavalière se soit désistée. Et elle n'est même pas censée être là. Toutes les personnes qui participent à ce voyage ont de l'argent ou travaillent dans le monde de la gastronomie. Ce sont des snobinards totalement habitués à ce type d'expérience hors du commun. Le monde de la gastronomie de luxe est peut-être extrême et sectaire, mais d'autres signes peuvent aider Margot à comprendre que sa vie est en danger. Il est vrai que se rendre sur une île privée a l'air très agréable, et qu'on peut penser qu'être invité à y aller, c'est toucher le gros lot. Mais si Margot regardait les personnes qui l'entourent, elle comprendrait que le fait d'être en leur compagnie est un très mauvais signe. Sur le quai, on peut déjà dire qu'en regardant les hommes d'affaires et le couple marié blasé, elle ne va pas vraiment devenir l'amie de toujours de ses compagnons de soirée. Elle reconnaît l'homme du couple blasé et n'est pas heureuse de le voir. Et les hommes d'affaires sont déjà prêts à se défoncer avant même d'être sur le pont du bateau. Une fois à bord, elle peut également voir que l'acteur est plus préoccupé par le fait d'être reconnu que par la nourriture servie. Et que son assistante le déteste profondément et ne veut pas être là. Lorsqu'ils atteignent l'île, les critiques gastronomiques sont déjà en pleine critique de l'expérience, alors qu'ils n'ont même pas encore été assis pour leur repas. Ce qui signifie que personne ici n'est vraiment là pour la nourriture. Et ça me ferait même me demander pourquoi je suis ici pour commencer. Tyler, qui est un fin gastronome et vénère le chef, n'est pas non plus le meilleur gars à fréquenter. Il invite Margot après que quelqu'un d'autre se soit désisté, et il la gronde sur sa façon de manger. Si c'était moi, je me demanderais qui est le chef qui a rassemblé cet ensemble inadapté, et pourquoi ces gens terribles sont si attirés par lui et sa cuisine. En faisant des recherches sur lui, je découvrirais son histoire, celle d'un petit cuisinier de hamburgers avec femme et enfants, devenu un prolifique chef, qui vit maintenant isolé sur cette île avec seulement son équipe pour lui tenir compagnie. Non seulement sa trajectoire professionnelle est extrême, mais vivre sur une île avec seulement les personnes qui travaillent dans son restaurant n'est pas seulement un culte, ça ressemble à une secte. À en juger par le comportement dévoué de sa brigade, cette conclusion n'est pas très loin de la vérité. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui prennent leur travail et leur profession au sérieux sont des adeptes de secte. Mais si j'étais à la place de Margot, je devrais réfléchir à toutes ces informations et réaliser que je ne suis pas dans la situation la plus sûre. Margot vient de prendre un bateau pour se rendre sur une île isolée, sans possibilité d'en échapper. Entourée de gens terribles, qui sont là pour manger de la nourriture qui ne semble même pas les intéresser, et elle est maintenant à la merci d'un chef cuisinier qui n'a pas quitté cette île depuis Dieu sait combien de temps. C'est pas exactement la recette du succès.
Alors plutôt que de descendre du bateau après avoir mangé l'huître, je leur demanderai de faire demi-tour, parce que je viens de réaliser que je suis allergique aux crustacés et que j'ai besoin de sortir de là. L'amuse-bouche servie est un concombre melon compressé et mariné avec de la neige de lait et de la dentelle carbonisée. La critique gastronomique ici présente commente qu'elle a deviné une odeur de chèvre. Pendant ce temps, les différents invités conversent entre eux. Margot mentionne à Tyler qu'elle n'aime pas cette cuisine raffinée, se demandant pourquoi les gens s'intéressent tant à la nourriture. Et Tyler compare le plat à une œuvre d'art faite de matériaux bruts. Ça fait un plat de servi et il en reste 9. Le prochain plat est prêt à être servi et le chef fait son dernier test de goût. Ils mettent la touche finale à chaque plat et le chef Slovic se présente aux invités, les informant de ce à quoi ils doivent s'attendre au cours de ce repas de 4 heures. Il insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas manger la nourriture, mais la savourer autant que possible. Le plat est maintenant servi. Slovic l'a appelé l'île. Il contient des plantes cueillies autour de l'île, posées sur un rocher du rivage. Il annonce que chaque plat n'a été touché par rien d'autre que la nature, et il termine son discours sur une note sombre. Margot regarde Tyler, surprise qu'il ait pleuré pendant ce discours déprimant. Les invités prennent leur première bouchée du dîner à plusieurs plats avec des réactions mitigées. La critique gastronomique complimente la richesse du goût, mais les autres ne sont pas aussi satisfaits. Beaucoup de gens ici ne se soucient pas vraiment de la nourriture, ni même de l'expérience, mais ils vont bientôt être forcés de l'aimer. Ça fait 2 plats de terminés et il en reste 8. À présent, le prochain plat a été préparé. Slovic frappe bruyamment dans ses mains et il explique l'histoire du pain, mentionnant qu'il existe depuis 1200 ans et révélant que 65% de l'agriculture est composée de céréales. Il explique que le pain est la nourriture de l'homme ordinaire. Mais ses compatriotes ne sont pas des hommes ordinaires. Il présente le prochain plat comme une assiette de pain sans pain. Confus, les convives rient du prochain plat de Slovic, croyant qu'il s'agit d'une blague. Felicity dit ici que le pain qu'il ne mange pas a été fabriqué avec le soutien du Tehachapi Grain Project, en disant qu'il est scandaleux que ce soit leur prochain plat. La critique gastronomique Liliane suranalyse la situation et remarque que les émulsions sont légèrement brisées, ce qui montre l'attention que Slovic porte aux détails. Ou pas. Tyler essaie d'expliquer à Margot l'intérêt de ce repas exotique en expliquant que le dîner complet a un thème général qui est raconté dans chaque plat. Margot se moque de ce repas vide et insiste pour qu'il y ait une sorte de nourriture comestible dans l'assiette. Il continue à goûter les condiments et demande à Margot si elle va essayer elle aussi. Margot refuse et l'homme se penche pour prendre son assiette, laissant tomber son verre sur le sol. Slovic s'approche et demande pourquoi la jeune femme n'a pas goûté son repas. Elle lui répond qu'il n'y a rien à manger et qu'elle s'est réservée pour les plats suivants. Mais Slovic l'informe que la taille des portions a été ajustée pour s'adapter parfaitement à leur appétit. C'est alors qu'il s'approche lentement de cette dame âgée en posant son front contre le sien, tandis que les autres clients regardent d'un air gêné. Ça fait 3 plats de servis et il en reste 7. Slovic présente le plat suivant comme un souvenir, un plat fait pour rappeler des souvenirs. Il explique qu'il a grandi à Waterloo, dans l'Iowa. Tous les mardis, il y avait des soirées Tex-Mex. Il s'approche de la dame âgée et révèle qu'il s'agit de sa mère. Slovic continue d'expliquer qu'un mardi, son père est rentré ivre et a enroulé un cordon téléphonique autour du cou de la dame. Slovic a été obligé de le poignarder dans la cuisse avec une paire de ciseaux de cuisine pour qu'il arrête. Il ajoute que le poignarder à la gorge aurait été mieux, mais il garde toujours un souvenir fort de ce mardi soir. Cet homme est complètement fou, et les clients vont bientôt se rendre compte que ces plats vont devenir beaucoup plus interactifs. Ok, Slovic est en train d'en dire trop. Il a probablement besoin d'un thérapeute ou d'un prêtre pour écouter ses problèmes. Mais pour l'instant, soit il croit vraiment que les gens de son restaurant ont payé plus de 1200 $ pour entendre l'histoire de sa vie, alors qu'il ne mange pratiquement rien, soit il est complètement déséquilibré. C'est probablement les deux. Cependant, il y a quelque chose dans la façon dont il crée ses chefs-d'œuvre qui peut faire comprendre à Margot qu'elle et le reste des clients de ce restaurant courent un grave danger. En expliquant chaque plat, le chef relie chacun d'entre eux à un lien personnel avec sa vie ou à un concept qu'il essaie d'exprimer. Le deuxième plat représente l'île sur laquelle il se trouve et l'immensité de la nature comparée à la petite place que l'homme y occupe. Au troisième plat, il leur donne une assiette de pain sans pain parce que le pain était généralement la nourriture des gens du peuple. Et tout le monde ici est incroyablement riche. Le plat souvenir fournit ensuite des informations sur le passé trouble du chef et sur la façon dont il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Cependant, la plupart de ses clients ne comprennent pas tout ça, et les critiques gastronomiques sont trop absorbés par leurs propres critiques pour se rendre compte qu'il y a une hostilité flagrante envers les clients dans ces plats. La spécialité du chef, c'est le pain, et tout le monde le sait. S'abstenir volontairement de leur donner du pain après qu'ils aient dépensé une énorme somme d'argent pour être là est une putain d'offense pour tout le monde dans cette pièce. Mais ils sont tous trop consumés par leur ego et sont trop narcissiques pour voir ça. Ils pensent que tout ça pourrait faire partie d'une blague, mais si vous regardez le deuxième et le quatrième plat, ces deux assiettes ont été créées avec sincérité et pas une once d'humour. La seule raison pour laquelle ces personnes voient ce troisième plat comme une blague, c'est que l'opinion qu'elles ont d'elles-mêmes est si élevée qu'elles ne réalisent pas que le but de ce plat est de leur dire d'aller se faire foutre.
Le quatrième plat est également important parce qu'il montre au client que la boussole morale du chef ne pointe pas exactement vers le nord. Il a eu un passé trouble et violent, et aujourd'hui encore, il regrette de ne pas avoir tué son père au lieu de l'avoir poignardé dans la jambe. Ça, combiné au fait que le chef n'a pas l'air d'aimer toutes les personnes présentes dans cette pièce, pourrait déclencher une alarme sur le fait que nous sommes tout seuls sur cette île, complètement à sa merci. Plutôt que de rester ici, je m'excuserai en privé et n'attirerai pas l'attention sur moi pendant que je chercherai les meilleures voies pour m'échapper de cette île. Je commencerai également à rassembler des couverts et à les ranger, au cas où quelqu'un me surprendrait pendant que j'essaie de trouver un moyen de quitter l'île. Le chef présente le plat comme une cuisse de poulet fumé maison al pastor, avec des tortillas faites avec de la farine de maïs. Confus, Tyler remarque que chacun de ses tacos a une photo imprimée de lui prenant des photos des plats précédents. Ces hommes d'affaires jettent un coup d'œil à leurs tortillas et ils sont choqués de voir leurs documents comptables imprimés avec une parfaite exactitude, montrant comment ils ont créé des factures avec des charges fictives. C'est alors que la riche épouse, Anne, remarque que c'est une photographie de son mari avec une autre femme. Le mari nie toute authenticité de l'image. Margot insiste pour qu'il renvoie la nourriture, mais Tyler claque des doigts exigeant qu'elle continue à manger. Margot part en trombe avant que le maître d'hôtel ne l'arrête. Elle demande alors la direction des toilettes, mais pose la question suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte argentée? Elsa mentionne que c'est quelque chose de spécial, et Margot entre dans les toilettes. Elle ouvre la petite fenêtre et voit un homme tenant de grandes ailes à l'extérieur. C'est étrange, mais le chef cuisinier interrompt sa pause cigarette pour lui demander pourquoi elle ne mange pas sa nourriture. Prenant cela personnellement, il insiste pour que la jeune femme lui révèle d'où elle vient, et il bloque la porte pour exiger une réponse. C'est alors que Margot ordonne à l'homme de se pousser et s'empresse de passer devant lui pour sortir. Et ça fait 4 plats de servis, et il en reste 6. Slovic tape dans ses mains pour indiquer le prochain plat, lorsque l'homme d'affaires ici présent l'interrompt pour demander ce qui se passe. Slovic ordonne à l'homme de s'asseoir avant de présenter son sous-chef, Jérémy, un étudiant culinaire de Hyde Park. Le chef de cuisine explique que même s'il est un bon chef, il n'atteindra jamais la grandeur. Il explique que la vie du sous-chef est soumise à une pression extrême. Il lui demande s'il veut plutôt la vie du chef, et Jérémy lui répond que non. Le chef l'embrasse bizarrement sur les 2 joues avant de présenter le plat suivant, la débâcle. Soudain, l'homme se suicide, et tout le monde panique. Slovic insiste sur le fait que tout cela fait partie du spectacle, et il demande à tout le monde de s'asseoir. Alors que les membres de l'équipe emmènent le cadavre de Jérémy, la débâcle est servie avec des légumes cuits sous pression, du filet rôti, des pommes de terre confites, du jus de bœuf et de la moelle osseuse. Margot demande ce qui se passe, et le couple fortuné décide de partir. Richard, ici présent, demande qu'on les laisse sortir. Mais Elsa les en empêche avec l'aide de la sécurité, et elle lui demande de quelle main l'homme riche compte gérer la situation. C'est étrange. Mais Elsa leur ordonne alors d'utiliser l'anneau autour de sa main gauche. Richard tente de s'enfuir, mais il est retenu et sa main est forcée sur la table. Les gardes lui coupent brutalement le doigt pendant que tout le monde panique. Ce dîner vient de passer au niveau supérieur, et les prochains plats vont conduire ses clients au bord de la folie. C'est alors que Margot est invitée à avoir une discussion privée avec le chef. Elle est amenée par Elsa et Slovic dit à la fille qu'elle a tort, en lui redemandant sa véritable identité. Il insiste sur le fait que la fille n'est pas celle qu'elle prétend être, et qu'il a un problème avec son identité. Ils ont conçu ce menu pour un groupe spécifique d'individus, et elle n'en fait pas partie. Il décide de lui demander où elle doit s'asseoir maintenant. Margot plaisante en disant qu'elle s'assiera là où le personnel la gardera en vie. Slovic lui dit alors que tout le monde ici va mourir, sinon ça gâcherait le menu. Ok, les choses deviennent réelles. Ces gens sont en danger. Et Margot ici présente a un rendez-vous avec un bozo qui continue à bouffer malgré la mort de quelqu'un devant lui. Slovic a fait des recherches personnelles sur tout le monde dans ce restaurant, et il les expose comme faisant partie de l'expérience. Ils viennent tous de réaliser qu'ils ne sont pas là uniquement pour manger, mais que leur présence ici est intentionnelle. Un homme est mort, et Richard a perdu un doigt parce qu'il a essayé de quitter le restaurant. Alors les choses ne peuvent qu'empirer. Ce chef est déséquilibré, et ils ont tous involontairement signé pour son prochain chef-d'œuvre. Maintenant, se sortir de cette situation devrait être difficile. Il y a beaucoup plus de serveurs et de chefs que de clients, et plusieurs d'entre eux sont beaucoup plus musclés que les clients. Les hommes d'affaires pourraient être capables d'en gérer un ou deux, mais avec leur couteau de cuisine, le chef et le personnel du restaurant ont le dessus. Cependant, ce que tout le monde dans ce restaurant semble oublier, c'est qu'ils ont tous encore leur téléphone portable. Tyler a pris des photos toute la soirée, et l'assistante de l'acteur a même essayé de rendre son téléphone de travail à l'acteur après avoir essayé de démissionner. Même si Elsa dit qu'ils n'ont pas de réseau téléphonique, personne n'essaie d'appeler à l'aide pour voir si elle bluffe. Et ils n'ont aucune idée s'ils ont du réseau ou non. Margot s'est déjà excusée pour aller aux toilettes sans que personne ne vérifie ses poches. Et il ne devrait y avoir aucun problème pour trouver un moyen de passer un appel téléphonique. Si elle appelle le 911 et que son opérateur n'a pas de réseau ici, son téléphone se connectera automatiquement au réseau le plus puissant qu'il pourra trouver. Ne pas avoir de réseau n'est pas nécessairement la fin du chemin. Et au moins, essayer de passer un appel dans une situation d'urgence est mieux que de continuer à bouffer. Si Margot n'est pas en mesure de se connecter à un réseau, les clients du restaurant doivent se serrer les coudes. Même si tout le monde dans ce restaurant est un peu idiot, avoir des alliés est leur meilleur moyen de s'échapper.
J'essaierai d'abord de conspirer avec les hommes d'affaires, parce que même s'ils ne nous donnent pas un avantage physique énorme sur le personnel, ils sont plus susceptibles de ne pas vouloir se rendre sans se battre, vu qu'ils ont tout de suite paniqué et cherché une solution quand ils ont reçu leur tortilla. J'essaierai d'abord de créer une distraction. Bien que le chef ne se soucie pas de savoir si nous vivons ou si nous mourrons, il se soucie de son menu et du déroulement de la soirée. En faisant en sorte que quelqu'un simule une urgence médicale, ça distraira le chef dans le restaurant jusqu'à ce que je puisse entrer dans la cuisine et menacer de tout faire sauter en utilisant le gaz. Il y a aussi de la graisse disponible et des flammes accessibles. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrions être en mesure de prendre une casserole et de jeter de l'huile chaude sur les visages de Slovik et du personnel. Éliminer Slovik serait la meilleure option, parce que même si certains membres du personnel lui seront fidèles même après sa mort, convaincre les autres d'abandonner sa mission sera plus facile une fois qu'il sera mort. Dans la plupart des situations sectaires, une fois que le leader meurt, l'infrastructure s'effondre. Découvrir comment Slovik veut nous tuer serait aussi utile, parce que si je détruis les fournitures qu'il doit utiliser, il devra dévier du plan, et ça nous fera gagner du temps. Le chef est un perfectionniste, et le dévier de son plan pourrait le faire craquer ou lui faire changer le menu du tout au tout. Slovik donne à Margot les prochaines 15 minutes pour prendre une décision, et il l'invite à aller s'asseoir pour le prochain plat. Elle s'approche de Tyler et le gifle pendant qu'il lui demande ce qui s'est passé là-bas, alors qu'elle réalise à présent les choses terrifiantes que Slovik vient de lui dire. Ça fait 5 plats de servis, et il en reste 5. Le nettoyant de palais composé de bergamote sauvage et de trèfle rouge est envoyé comme prochain plat. Pendant ce temps, l'acteur Dave s'approche des hommes d'affaires et insiste sur le fait qu'ils doivent agir maintenant, mentionnant qu'ils pourraient prendre leur couteau et prendre d'assaut la cuisine. Soudain, Bryce décide de briser la vitre, saisissant sa chaise et la cognant contre le verre sans succès. On lui ordonne de retourner à sa table. Slovik frappe des mains et son personnel verse des tasses de thé pour calmer les clients. Ils donnent aux clients une chance de poser des questions, et Tyler demande quel ingrédient ils ont mis dans sa boisson. C'est à ce moment-là que George se lève et demande des réponses à propos de ce long dîner. Le chef dit à ses invités de se considérer comme des ingrédients dans un concept culinaire, et ils sont choqués. Ils demandent pourquoi ça les surprend, et confrontent la critique gastronomique Liliane sur les dommages qu'elle a causés à tant de personnes dans le cadre de son travail. Il se dirige ensuite vers son associé et l'insulte pour avoir été un lèche-botte, tandis qu'un grand bol d'émotions brisées lui est servi. La femme de l'homme riche insiste sur le fait que son mari doit être emmené à l'hôpital. Slovik lui rappelle qu'il a mangé ici 11 fois et qu'il devrait s'estimer heureux d'être ici. Et il lui demande le nom d'un plat qu'il a mangé la dernière fois. Sa femme mentionne que c'était du haddock, mais Slovik la corrige en colère en lui disant que c'était du Saint-Pierre. C'est alors que ce type affirme que ce n'est pas son restaurant, mais que c'est un investisseur du nom de Doug Verick qui a financé toute l'expérience. Il révèle que le propriétaire a changé et allume les lumières à l'extérieur pour montrer son investisseur suspendu dans les airs avec des ailes d'ange attachées à son corps. Les clients sont choqués de voir ce qui se passe avec Doug et ils supplient de mettre fin au dîner. Slovik refuse de les laisser partir, mais l'un des hommes d'affaires décide de s'enfuir et trébuche en sortant. Ils entendent alors Doug supplier qu'on le libère alors que l'ange déchu est lentement descendu dans l'eau et meurt noyé. Ça fait 6 plats de servis et il en reste 4. Ok, cet homme vient de tuer quelqu'un sous les yeux des clients du restaurant. Cette fois, la personne morte est l'investisseur qui a financé son restaurant pendant toutes ces années et qui l'a même gardé ouvert pendant la pandémie. S'il y a vraiment un signe qu'il est totalement sérieux dans l'exécution de son menu et qu'il ne se soucie plus de ce qui se passe, c'est clairement celui-là. Il n'y a absolument aucun moyen de raisonner cet homme, et il est inutile d'essayer de le faire changer de cap. Cependant, nous ne savons rien de son personnel. Nous savons que l'un d'entre eux l'enviait, et qu'il était prêt à faire partie des plats. Les autres pourraient partager des ambitions similaires, et même s'ils lui sont tous dévoués, certains d'entre eux pourraient être prêts à rompre le rang, et à nous aider afin de réaliser leurs propres aspirations professionnelles. Maintenant, la plupart de ces personnes semblent extrêmement dévouées au chef, mais même dans les situations de culte les plus extrêmes, il y en a toujours qui remettent en question le système. Plutôt que de parler à tous les employés pour avoir leur version de l'histoire et attirer l'attention sur moi, je demanderai à l'un des autres invités de faire une diversion, par exemple en prenant des photos de la cuisine, afin de pouvoir m'éclipser du restaurant pendant que tout le monde est distrait. J'irai dans les quartiers d'habitation du personnel et je chercherai des objets personnels qui ont été rangés, comme des portraits de famille ou un journal intime. Le personnel ici a l'air d'avoir un style de vie assez minimaliste, donc ils ne pourront pas garder grand-chose. Mais quiconque a un petit objet du monde extérieur caché dans son lit pourrait être un allié pour nous. Je retournerai ensuite à la salle à manger et je dirai à Liliane d'essayer de les corrompre, puisque les cuisiniers sous le chef vivent également ce style de vie par passion pour leur métier. Liliane ne pourrait pas seulement les approcher pour l'argent ou la richesse, mais elle devrait faire appel à leur amour commun de la nourriture. Elle devrait abandonner son rôle de je sais tout, revenir à l'essentiel et parler des raisons pour lesquelles elle aime la nourriture. Et s'aligner sur un membre du personnel qui s'est lui aussi laissé entraîner dans les extrêmes du monde culinaire. Une fois qu'elle se sera alignée sur cette personne, elle pourra l'utiliser pour téléphoner à quelqu'un à terre. En faisant ça, Margot et le reste des clients seront capables d'appeler discrètement à l'aide sans alerter le chef sur le fait que nous essayons de quitter l'île.
Les 15 minutes de Margot sont écoulées et le serveur l'informe que Slovic va maintenant lui parler dans son bureau. Elle entre en disant à l'homme qu'il avait raison. Elle n'est pas censée être ici dans cette expérience culinaire sur une île isolée. Slovic refuse d'accepter cette réponse et lui dit qu'elle s'intègre parfaitement au reste du personnel, précisant qu'il sait que la fille travaille en prodiguant des expériences de bas étage. C'est alors qu'il demande pourquoi Margot a regardé le vieil homme riche tout au long de la soirée. Margot révèle qu'elle est une escorte, de haut niveau. La femme avait été engagée par l'homme riche pour une session de voyeurisme, où elle devait se faire passer pour sa fille et lui dire combien elle l'aime. Et depuis, elle déteste son travail. Le chef comprend, admettant qu'il aimait autrefois cuisiner pour les gens, mais que maintenant, il déteste ça. Slovic l'emmène hors de son bureau et informe les clients qu'il a quelque chose à leur montrer dehors. Tout le monde est terrifié, et Slovic présente le prochain plat d'une autre femme sous-chef, Catherine. Elle salue tout le monde et explique une histoire où le chef essaie de faire l'amour avec elle, mais elle refuse. Slovic l'a gardée comme cuisinière, mais a refusé de la regarder ou de parler à la fille pendant 8 mois. C'est alors qu'elle présente le prochain plat comme virilité malsaine. Slovic s'approche de la fille et elle le poignarde dans la cuisse avec une minuscule paire de ciseaux. Les clients grimacent, la regardant essuyer son propre sang sur l'homme et s'en aller. Soudain, Slovic annonce que les hommes ont la possibilité de s'échapper avec 45 secondes d'avance. Ok, c'est exactement le genre de distraction qui pourrait être un avantage pour les invités. Les hommes sont partis en fuite et le personnel du restaurant est chargé de les poursuivre. Même si tout le personnel n'est pas distrait, les clients sont déjà à l'extérieur, donc ils n'ont pas besoin de casser des fenêtres ou d'abattre du personnel pour atteindre l'extérieur. Si c'était moi et que j'étais Margot, j'essaierais d'allumer un feu sur l'île pour signaler aux avions de passage qu'il y a une situation de détresse ici. Quelqu'un pourrait essayer de m'arrêter avant que je me précipite moi-même dans la forêt, puisqu'aucune femme n'est censée y participer. Je prévois donc de donner mon briquet à un des hommes d'affaires pour allumer un feu. Comme Margot est fumeuse, il est très facile de se procurer un briquet ou une boîte d'allumettes. Et dès qu'elle entend que les hommes sont autorisés à être libres, elle devrait le glisser à l'un de ses gars. Il y a une forêt autour du restaurant où les hommes sont censés se réfugier. Une fois que j'aurai trouvé un arbre, je grimperai dans ses branches et je l'enflammerai. Avec un peu de chance, le feu grandira et attirera l'attention des avions ou des bateaux qui passent. Quand les clients sont montés sur le bateau pour venir sur l'île, ils ont été informés qu'il ne s'agissait que d'une courte traversée. Et donc si le feu prend suffisamment d'ampleur, il est même possible que les habitants du continent puissent le voir. Les signaux de fumée sont une pratique très courante chez les personnes isolées, parce qu'ils demandent un peu plus d'effort qu'un feu normal. Si j'avais le temps, je ferais un feu sur le sol et je l'étoufferais avec des brindilles et des branches. Certaines personnes utilisent des couvertures mouillées pour étouffer la flamme et créer une fumée blanche. Ainsi, j'enlèverai aussi ma chemise et je la jetterai dans un plan d'eau pour l'humidifier et l'utiliser une fois le feu allumé. L'un des problèmes du signal de fumée est que je devrais rester au sol plus longtemps, ce qui permettra au personnel du restaurant de me trouver plus facilement et d'éteindre le feu. Si le feu est dans les arbres, ils devront grimper dans les arbres et se mettre en danger. Pour m'aider à m'échapper après avoir allumé le feu, je sauterai des branches et je courrai aussi loin que possible sans me faire attraper. Je trouverai ensuite un autre arbre quelque part au loin, séparé par la plage, pour qu'il ne prenne pas feu, et je m'y cacherai pendant que le personnel essaie de le contenir. Des criques dans l'eau ou une petite case où je peux me cacher ferait aussi l'affaire. L'important ici est de créer une flamme assez grande et de me cacher assez longtemps pour qu'ils soient frustrés et doivent abandonner leurs recherches. Il est important d'allumer le feu pour quitter l'île et d'aider les autres clients. Mais même s'il n'est pas allumé assez longtemps, il constitue une excellente distraction pour au moins me sauver pendant que les autres font partie du prochain plat. Je ne pourrais pas non plus informer Tyler de ce plan, parce que c'est un tel lèche-botte qu'il dirait probablement au chef ce que j'ai prévu avant que je puisse le faire. Un des associés court en premier, suivi de tous les autres. Sauf Tyler, il est le dernier à partir. Et Catherine invite les femmes à entrer pour leur partie du menu réservé aux femmes. À sa suite, on leur sert virilité malsaine, un plat fait de tourteaux, de lactosérum de yaourt fermenté, de laitue de mer séchée, d'umeboshi et de varech. Liliane félicite la sous-chef pour la finesse des goûts. Mais Catherine refuse d'accepter son compliment et se met à sangloter. La riche épouse, Anne, confronte ici Margot au sujet de la connaissance de son mari, tandis que les autres se demandent pourquoi elles doivent mourir après le dernier repas. La sous-chef explique que le menu est composé de plusieurs plats et qu'il doit se terminer de manière appropriée, révélant que c'était son idée de les tuer tous. Pendant ce temps, les clients masculins sont poursuivis dans la forêt. Mais les membres du personnel les rattrapent rapidement sans que personne ne parvienne à s'échapper. Ted se cache dans l'enclos des poules, mais il est découvert et on lui sert un œuf passard pour avoir été la dernière personne capturée. Les femmes continuent à parler, et Margot révèle qu'elle s'appelle en fait Erin, et elle vient du Massachusetts. C'est alors que les hommes reviennent tout meurtriers et ensanglantés après leur poursuite effrénée. Ça fait 7 plats de servis et il en reste 3. Slovic interrompt leur dîner à plusieurs plats pour mentionner qu'ils doivent s'occuper du problème non résolu de Tyler. Il s'approche et demande pourquoi l'homme est ici, demandant ce qu'on lui a dit avant de venir. Il répond qu'on lui a dit que ce serait une chance de goûter le plus grand menu jamais créé, et que tout le monde mourrait. Slovic fait remarquer que Margot n'était pas censée être la fille assise en face de lui à table. Tyler admet que sa petite amie a rompu avec lui, et qu'il a emmené Erin en sachant qu'elle allait mourir. En entendant ça, elle panique et le frappe avant d'être arrêtée par un employé. Slovic révèle qu'ils sont en contact depuis 8 mois et qu'il lui a fait jurer de garder le secret sachant à quel point il aimait sa cuisine. Et il dit à Tyler qu'il en sait tellement qu'il a sa place en cuisine. Soudain,
Il invite le jeune homme à entrer dans sa cuisine, lui donne une veste de chef et écrit le nom de Tyler dessus. Il le précipite dans la cuisine et lui explique que c'est lui qui va maintenant préparer le prochain plat. Demandant ce dont il a besoin, Tyler demande des poireaux et des échalotes qu'il fait sauter au beurre avec de l'agneau. Il s'empresse de cuisiner le plat pendant que tout le monde regarde attentivement. En le dégustant, Slovic, déçu, critique sa création et il lui chuchote à l'oreille quelque chose qui le choque. Tyler salue le chef et s'en va. Ça fait 8 plats de servis et il en reste 2. Slovic s'excuse pour le plat bâclé et il appelle Margot pour l'informer que le dernier plat salé va arriver, ce qui signifie qu'ils doivent préparer les desserts pour après. Il gronde Elsa pour avoir oublié d'apporter un tonneau nécessaire pour le dessert et il informe Margot qu'elle sera désignée pour l'apporter. Il dit au maître d'hôtel de donner les clés du fumoir à Margot et la femme s'en va, remarquant le cadavre de son cavalier pendu dans une cave. Ok, donc Margot est libre de partir et peut exécuter plusieurs plans différents. Elle peut essayer d'allumer un feu pour envoyer des signes de détresse, ou elle peut partir à la recherche d'un téléphone pour passer un appel en dehors de l'île. Cependant, il y a une autre chose qu'elle peut faire pour assurer sa sécurité et celle des autres clients. Plutôt que d'essayer de m'échapper à ce moment-là, je choisirais de me défendre contre le chef et de le tuer, lui et le personnel du restaurant, plutôt que de les laisser nous tuer. Les employés vivent et travaillent tous ici, ce qui signifie qu'ils doivent avoir des tonnes de fournitures stockées à utiliser en cas de besoin. Ça veut dire qu'il doit y avoir assez de produits de nettoyage cachés quelque part à proximité. En allant au fumoir, je regarderai dans la réserve pour trouver des produits ménagers qui ne sont pas destinés à être consommés. Je les rapporterai et je les mélangerai au contenu du tonneau qui sera utilisé pour le dessert. Les employés doivent tous goûter et manger le dessert pendant qu'ils le préparent, ce qui signifie qu'utiliser le contenu des barils pour cuisiner les empoisonnera ensuite. Idéalement, ça devrait les tuer, mais les quantités consommées ne seront peut-être pas suffisantes pour le faire. Mais elles le seront au moins pour les rendre malades, ce qui nous donnera l'occasion de nous défendre contre eux. Le problème qui nous empêchait de nous battre physiquement contre le personnel avant, c'est qu'il n'y a que 12 clients et beaucoup plus de membres du personnel sur l'île. En les rendant malades, il est plus facile de les abattre et de les contrôler. Lorsque le personnel commencera à tomber malade, les clients du restaurant devront rassembler des couverts comme des couteaux à steak pour se défendre. Le personnel sera peut-être meilleur avec les couteaux, mais une fois affaibli, il ne pourra plus se défendre correctement. Les clients devront prendre le contrôle de la cuisine dès que possible, parce que c'est là qu'il y a le plus de possibilités d'armement. Faire appel au personnel qui, selon nous, pourrait s'écarter de la meute, aurait été une approche beaucoup plus propre. Mais comme ils sont très nombreux en permanence et que la plupart d'entre eux sont loyaux envers le chef, il n'y aura jamais d'occasion de leur faire rompre les rangs. Les clients du restaurant devront être physiquement aptes, et une fois qu'ils auront commencé à prendre le contrôle de la cuisine et de l'îlot, ils devront essayer de convaincre le personnel qui hésite à mourir de se joindre à eux. Une fois que le contrôle du chef aura été contesté, ça le rendra plus vulnérable à perdre des disciples. L'autre point positif de mettre des produits de nettoyage dans la nourriture du chef, c'est que ça gâchera son repas. En faisant ça, ça désorganisera le menu et son plan parfait. Toute cette soirée a pour but de créer l'expérience parfaite, ce qui va le mettre en colère et le forcer à faire des erreurs dont nous pourrions tirer profit. George se lève pour demander gentiment au chef de cuisine pourquoi ils sont punis. Slovic l'informe qu'il a regardé le film Calling Dr. Sunshine et qu'il ne l'a pas aimé. Le souvenir de son visage dans le film dégoûte le chef cuisinier, mentionnant que l'homme a perdu son éclat et qu'il le considère comme un artiste défaillant. C'est alors qu'il se tourne vers son assistante, utilisant le fait qu'elle ait pu payer ses études universitaires comme une raison suffisante pour qu'elle meure elle aussi. Pendant ce temps, au fumoir, Erin cherche le baril et découvre un grand couteau à l'intérieur du bâtiment. En sortant, elle trouve la maison du chef et cherche un moyen d'y entrer. Réalisant maintenant que quelqu'un l'observe, elle monte à l'étage dans cette pièce sombre, allume les lumières et découvre une cuisine identique à celle du restaurant, avec cette mystérieuse porte argentée au bout. Elle essaie de l'ouvrir, mais Elsa lui rappelle soudain que personne n'est autorisé à entrer dans la maison du chef. Le maître d'hôtel prend le couteau d'Erin et lui révèle qu'elle pose problème depuis son arrivée. Effrayée, Margot s'approche et demande pourquoi elle mourrait pour cet homme. Et Elsa avoue qu'elle ne veut pas être remplacée. La jeune femme est confuse, mais c'est alors qu'Elsa l'attaque. Erin s'enfuit en étant poursuivie dans la cuisine avant qu'Elsa ne lâche son arme. Les femmes s'affrontent brutalement, et Erin saisit ce pack-jet et le lui jette à la tête. Soudain, Erin enfonce brutalement le couteau dans le cou d'Elsa et la tue. Elle fouille son cadavre et trouve la clé de la porte argentée. Elle s'y dirige lentement et découvre une pièce remplie de souvenirs sur Slovic. Erin repère une vieille photo du chef, datant de l'époque où il faisait des hamburgers. Et elle se rend compte qu'il y a une radio en état de marche dans la pièce, qu'elle utilise immédiatement pour appeler à l'aide. Pendant ce temps dans le restaurant, cet homme d'affaires se fait servir un gâteau d'anniversaire quand Erin revient avec le tonneau. Slovic insiste pour que la jeune femme prenne un siège et s'assoie avec lui. Il explique qu'il était un monstre avant, mais que ce dîner est fait pour être une soirée pure. Et il éteint cette bougie avec ses doigts. Soudain, les convives aperçoivent un bateau au loin et Slovic réalise qu'elle a trouvé la radio. Slovic exige que la salle à manger soit nettoyée. Le chef explique qu'ils seront tentés de demander de l'aide aux gardes-côtes, en menaçant de tuer le conducteur du bateau. L'officier du bateau entre pour interroger Slovic au sujet d'une perturbation sur l'île. Le chef insiste sur le fait que tout va bien et qu'ils sont en plein service, tandis que l'officier demande si quelqu'un a lancé un signal de détresse récemment.
C'est alors que l'officier remarque George et mentionne qu'il est un grand fan. Slovik lui propose d'avoir un autographe. George le signe volontiers, et l'officier dit à l'acteur qu'il a adoré Calling Dr. Sunshine, le même film que Slovik a méprisé. Il s'excuse pour le dérangement et sort en regardant son autographe, découvrant qu'il est écrit « Aidez-nous ». Soudain, il sort une arme et ordonne à tout le monde de garder les mains en l'air. C'est alors que les clients avouent bruyamment que Slovik essaie de les tuer. Il pointe du doigt le chef et lui demande de se mettre à genoux les mains en l'air, insistant pour que personne ne bouge. L'officier utilise alors son arme pour rallumer une bougie, et tout le monde réalise que ça faisait partie du menu. Slovik s'approche d'Erin et la gronde pour avoir été si négligente, en lui faisant comprendre qu'elle va être exécutée. Le personnel se prépare maintenant pour le dernier plat, mais la jeune femme a une idée géniale. C'est alors qu'Erin tape dans ses mains et avoue qu'elle n'aime pas sa cuisine, et elle demande à être remboursée. Slovik s'approche pour demander ce qui ne va pas exactement. Elle dit au chef qu'il enlève la joie de manger, qu'elle veut un repas simple, qu'elle pourrait apprécier et qui l'aiderait à se détendre. Slovik insiste sur le fait qu'il prépare chaque plat avec amour, mais la jeune fille refuse de le croire. Confrontant l'homme, elle lui dit qu'il cuisine avec une quantité obsessionnelle de détails, tuant le plaisir d'un dîner relaxant, mentionnant qu'elle a toujours faim d'un bon repas. Surpris, Slovik lui demande ce qu'elle veut, et elle lui répond qu'elle veut un simple cheeseburger, sans la prétention de toute cette soirée. Préparant un délicieux cheeseburger avec des frites, il tend le plat à Erin. Elle en prend une bouchée et le complimente, mais elle demande à pouvoir emporter le reste. Il lui remet le plat avec un sac souvenir, et Erin paie 10 $ pour son repas en le remerciant pour tout ce qu'il a fait. Ça fait 9 plats de servis et il n'en reste qu'un. En sortant, elle jette un coup d'œil aux autres clients silencieux et les laisse derrière elle dans le restaurant. Ils regardent un mélange artistique d'ingrédients placés sur le sol et les tables. Slovik annonce que leur dessert est une variante d'un classique de la cuisine moderne, le s'more. Un mélange dégoûtant de chocolat douteux avec du sucre gélatinisé. Comprenez de la guimauve, qui est enroulée autour de chaque client et sera transformée par le feu. Soudain, il s'empare d'un charbon ardent, marche au milieu de la salle et annonce qu'il les aime tous. Il le laisse tomber et déclenche un incendie impressionnant. Pendant ce temps, Margot a réussi à ramener le bateau vers le continent lorsque le moteur cale. Elle sort de la cabine et voit le restaurant en feu. Ça fait 10 plats de servis et la cuisine est fermée. N'ayant rien d'autre à faire, elle mange son cheeseburger et réfléchit à la leçon qu'elle vient d'apprendre. Les repas gastro, c'est vraiment à chier. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu le menu? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.